Bonsoir à vous tous et merci encore d'être en notre compagnie dans le programme du soir sur New World Info ce mercredi. Nous commençons comme toujours avec le décryptage d'un sujet d'actualité. Nous allons parler ce soir du Niger où le groupe État islamique a revendiqué l'attaque de Chinégodar. L'EI a revendiqué donc cette attaque qui a eu lieu à Chinégodar mardi dans l'ouest du Niger à la frontière avec le Mali. Attaque qui a fait 89 morts, la plus meurtrière depuis le regain des attaques en 2015. C'est ce qu'a rapporté l'organisme américain de surveillance des mouvements extrémistes citant le groupe ISWAP. Les soldats du califat ont attaqué une base de l'armée nigérienne dans le village de Chinégodar jeudi 9 janvier. Les combats ont duré plusieurs heures, affirme le communiqué de l'EI qui assure avoir tué 100 éléments de l'armée nigérienne. L'EI qui ne précise pas ses pertes affirme avoir détruit de nombreux véhicules, brûlé des casernes et avoir emporté des butins, des véhicules, des armes et des munitions. Nous en parlons tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. L'attaque de Chinégodar a été très meurtrière, il faut le dire. On sait qu'il y a eu aussi des attaques qui ont été assez meurtrières, mais qu'est-ce qui explique un bilan particulièrement lourd à Chinégodar? C'est la grande interrogation aujourd'hui, et c'est pourquoi le fait que le président nigérien ait décapité un peu les autorités au niveau de l'armée avec le chef d'état-major qui a été limogé, de même que le chef d'état-major au niveau de l'armée, c'est toute cette interrogation qui est là. Comment se fait-il qu'on est exactement dans la même région, dans la région de Tillabéri? Il y a eu une attaque il y a un mois à Inates qui a fait 79 morts et qui avait vraiment semé l'émoi qui s'était même traduit par le report du sommet que le président Macron avait convoqué. Et un mois après, dans la même zone, les mêmes personnes, dans les mêmes conditions, attaquent encore une caserne et on se trouve avec un nombre de morts beaucoup plus élevé. Et il est vrai qu'actuellement, les gens se posent des questions parce que est-ce que ce qu'on nous dit est vrai? Est-ce que c'est des personnes, comme on le dit, qui fanatisés ont pris des armes? Ou bien est-ce que c'est plutôt des militaires? Parce que c'est des gens qui semblent être dans la stratégie, dans le renseignement pour pouvoir venir attaquer un camp, faire autant de morts et avoir même le temps de pouvoir replier parce que tout le monde n'a pas été pris. Oui. Mais soit ce qu'on nous dit sur ces gens-là n'est pas vrai, soit il y a des choses à revoir également au niveau de nos armées. Et je me dis que ça fait partie des lectures du président Issoufou qui n'a pas hésité à limoger un certain nombre de premiers responsables des armées nigériennes. Mais est-ce que les premières analyses de cette attaque révèlent qu'on est dans le même mode opératoire? C'est le même mode opératoire. Ils sont venus à moto, ils sont venus en voiture. Et en très grand nombre. Et c'est là où ça pose problème, parce que même quand les gens dénoncent la présence des forces étrangères et que les gens ne veulent pas l'accepter, c'est là où la dénonciation a du sens. Parce qu'une des choses qu'on attend surtout de ces forces étrangères, c'est la question du renseignement. C'est l'information donnée par les drones. C'est le renseignement sur le plan électronique, c'est le suivi des appels téléphoniques, etc. Tout le monde sait de quoi ils sont capables en la matière. Mais comment? Ici, on nous dit qu'il y a eu 79 morts parmi les terroristes. Les autres qui ont fui pour aller au Mali. Et c'est la même chose qui avait été fait à Inates. Après l'attaque, ils ont fui traverser la frontière avec le Mali. Ça pose plusieurs problèmes. Quand toute cette masse de personnes venait, comment se fait-il que personne n'a senti? Où est l'organisation du renseignement humain sur Terre pour qu'on dise aux gens, mais attendez, voici un groupe de personnes, et puisqu'ils se dirigent vers tel endroit, on peut imaginer qu'ils vont attaquer tel camp. Ce qui permet non pas d'attendre que le camp soit attaqué pour appeler du renfort, mais de pouvoir même avertir le camp, que les gens du camp se préparent et qu'on vienne prendre en sans doute ces gens, parce que c'est ça également la stratégie sur le plan militaire. Il ne s'agit pas d'attendre qu'on attaque d'abord pour venir ensuite avec du renfort. Si on a déjà fait 89 morts, si on fait un jeu arithmétique entre les morts, ils ont causé plus de morts qu'on en a causé parmi eux. Et comment on peut comprendre qu'une armée régulière appuyée par des forces étrangères, attaquée par des rebelles, perdent plus d'hommes que les rebelles?
C'est difficilement explicable, c'est difficilement compréhensible et c'est pourquoi parfois les populations expriment ce ras-le-bol par rapport à toute cette présence militaire qui ne permet pas au moins d'empêcher à ces gens-là d'attaquer si on ne parvient pas à les éradiquer. Alors, il y a eu l'attaque d'Inates que vous évoquiez tout à l'heure qui avait fait 71 morts, puis maintenant celle de Chinegoda. Est-ce que vous avez le sentiment qu'après ces attaques, les Nigériens posent les bonnes questions pour apporter les bons diagnostics qu'il faut? Oui, les Nigériens, tout comme les Maliens, les Burkinabés, posent à chaque fois les bonnes questions quand il y a ce genre d'attaque. Aujourd'hui, un des problèmes que les gens posent et que Pau a reposé finalement, c'est qu'il faut qu'il y ait un commandement unifié. Sur 2 attaques, après avoir attaqué, les gens se sont repliés sur le Mali. La moindre des choses, c'est que les gens comprennent que quand il y a attaque, la frontière au niveau du Mali, il faut attendre là-bas, ces gens. Et il ne s'agit pas des Nigériens seulement, il s'agit également des Maliens. Parce qu'ils ont attaqué les Nigériens, ils sont allés se réfugier au Mali. Demain, ils vont attaquer. Il ne faut pas qu'on oublie que le Mali également avait subi ces attaques au point que les postes avancés, les Maliens ont fini par les regrouper pour ne pas subir ces mêmes attaques. Mais est-ce qu'on va laisser ces gens attaquer, traverser les frontières et nous, on continue à être dans nos logiques de frontières, on est dans un seul pays. C'est comme si eux, ils sont dans un espace où il n'y a pas de frontières, ou éventuellement même, parce que les gens se posent des questions, parce que les attaques sont tellement massives que les gens se posent la question, est-ce que l'État islamique du Grand Sahel seulement est capable de le faire? Beaucoup d'analystes se posent la question, puisque c'est eux et le GSIM qui font ce genre d'attaque, est-ce que quelque part ces deux ne se sont pas mis ensemble pour faire ces attaques et réussir les coups comme ils sont en train de le faire? Et dans ces pays, les gens posent ces questions. Il y a une autre question qui est là, qui revient et qui participe également à la bagarre contre la France, puisque la France ne veut pas entendre parler de dialogue avec ces terroristes. Au Mali aujourd'hui, au Burkina aujourd'hui, vous avez des gens qui disent, et de façon très forte, qu'il faut s'asseoir autour d'une table avec ces gens parce que la solution militaire tout court sera incapable de résoudre ce problème. Bien sûr, ce n'est pas l'option d'un pays comme la France pour le moment, ce n'est pas l'option des autres pays comme les États-Unis qui les appuient, bien qu'ailleurs, ces mêmes pays ont négocié avec les terroristes d'une façon ou d'une autre. On a vu avant son départ pour le sommet de Pau en France, le président Mamadou Issifou avait limogé le chef d'état-major des armées et le chef d'état-major de l'armée de terre. Est-ce que pour les autorités nigériennes aujourd'hui, c'est un problème de commandement? Est-ce que c'est seulement un problème de commandement? Il y a une chose qui est claire, après 2 échecs aussi massifs de la part d'une armée, il faut nécessairement qu'on coupe des têtes. Ou bien, comme on dit, il faut que les fusibles tombent. Parce que sinon, on va demander au Premier ministre de démissionner ou bien on va demander au président de la République de démissionner. Donc, il fallait faire tomber des gens, faire croire que peut-être à l'intérieur, il y a ceci ou cela. Mais quand on analyse la véritable réalité, c'est qu'est-ce qu'on a mis à la disposition de nos armées. De quel matériel nos armées disposent, au point que des rebelles qui, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas une armée organisée, ne sont pas une armée aguerrie, puissent venir faire autant de victimes face à une armée aguerrie qui fait la guerre depuis un certain nombre d'années et qui connaît son ennemi, qui connaît également les méthodes de travail de l'ennemi. L'autre élément, c'est la motivation. Est-ce que ces gens sont motivés? Parce que si on prend ce que dit l'ONU, il y a pratiquement 4000 morts pour 2019. Parmi ces 4000 morts, vous avez des centaines de militaires. Ces militaires qui sont morts, qu'est-ce que nos États ont fait pour ces militaires? Qu'est-ce que nos États ont fait pour les familles de ces militaires? Parce qu'également, on ne peut pas demander à des gens d'aller mourir pour nous sauver nous-mêmes, et après la mort de ces gens, rien n'est fait. Ni en termes de reconnaissance, ni en termes d'hommage, ni en termes de prise en charge de ce que ces gens-là ont laissé ici derrière eux. Parce que quand on veut motiver les militaires, il ne s'agit pas de donner seulement du matériel de guerre, mais il faut que quand le gars est mort pour la nation, que la nation joue son rôle par rapport à ce que le monsieur a laissé ici en acceptant de donner sa vie pour la nation. Et souvent, vous entendez de la grogne chez les militaires en considérant que ce qui devait être fait n'a pas été fait. Est-ce qu'il est autant difficile dans cette zone dite des 3 frontières de savoir lorsque ces gens, par exemple, arrivent au Niger et font leurs attaques, où est leur base arrière? Où est la base? On doit pouvoir aujourd'hui, avec le système de renseignement, le savoir.
c'est vrai que dans cette zone, on a des difficultés avec ce qu'on appelle le renseignement humain. Parce qu'ils ont tellement terrorisé les populations que les armées doivent refaire un travail de mise en confiance des populations. Parce que ces déplacements-là où on a eu 79 morts, mais si c'était des motos simplement, ça fait combien de motos? Mais quand plus de 35 motos roulent ensemble, et quand c'est des gens qui ont attaqué comme ils l'ont fait, quand tu les regardes, on sent que ces gens-là sont armés. Ces armes ne peuvent pas être cachées. Mais le minimum, c'est que les populations, avec les téléphones portables, avec WhatsApp, il y a tellement de moyens aujourd'hui de pouvoir informer la police sans pour autant que personne ne sache. Mais si on a la crainte même de le faire, mais cela veut dire qu'ils ont pratiquement déstabilisé les populations au point où la personne se dit, bon, autant ne pas s'en mêler pour que ça me crée des problèmes à moi, à ma famille, parce qu'ils l'ont fait avec des représailles au niveau des populations qui avaient collaboré, soit avec les chefs traditionnels, soit avec l'armée. On a vu même dans la même zone, plusieurs fois, sont venus tuer des chefs traditionnels, les accusant de collaborer avec l'armée. Il faut que l'armée fasse également ce travail de mise en confiance des populations pour que, si l'armée n'a pas assez d'éléments pour ces renseignements humains, que l'armée puisse s'appuyer également sur les populations pour diminuer au moins l'effet de surprise au moment de ces attaques. On peut espérer aujourd'hui qu'après le sommet de Pau, la situation va se stabiliser. En tout cas, le sommet de Pau a été une convocation, malheureusement, bien qu'on disait que ce n'était pas le cas. Quand on a vu le président Macron parler, le ton qu'il a utilisé, c'était carrément une convocation. Ça a abouti à quelque chose de positif. Ils sont en train de voir comment mettre ensemble une sorte de commandement unifié entre les soldats français et le G5 Sahel. Mais moi, je trouve que c'est insuffisant. Le G5 Sahel est en train de demander à ce que l'ONU les reconnaisse, que l'ONU les arme, que l'ONU les finance. L'ONU a déjà la MINUSMA. Mais pourquoi on va mettre MINUSMA d'un côté, G5 d'un côté, Barkhane d'un côté? Pourquoi ne pas créer un commandement unifié de l'ensemble de ces forces? Mais quand on le fera, est-ce que ces forces ne sont pas capables d'aller occuper cette zone des 3 frontières pour empêcher aux terroristes de pouvoir agir dans cette zone? Ils sont complètement capables de le faire. Ça fait pratiquement 20 000 hommes quand on met ces troupes-là ensemble. Mais l'absence du commandement unifié est un des problèmes. Pau a fait un pas en parlant de coordination, parce qu'on n'est pas encore dans un commandement unifié, mais depuis fort longtemps, les stratèges militaires l'avaient dit, il n'y a aucune logique pour qu'on veuille lutter contre des terroristes qui traversent les frontières au niveau de ces 3 pays et que chacun se mette dans son coin disant que tu luttes contre le terrorisme, il faut un commandement unifié. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons passer maintenant à la pause très courte pour recevoir après l'invité de ce soir.